Bonsoir à tous. Entretien exclusif après la présidentielle du 24 mars 2024, scrutin présidentiel qui a donné un vainqueur, Bassirou Diomaye Faye, au premier tour. Nous sommes en direct avec Felwine Sarr depuis les États-Unis. Felwine Sarr, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papa Léon. Un plaisir d'échanger avec vous. On l'avait fait, c'était lors du processus électoral très compliqué, un processus électoral qui a abouti, on peut dire, un ouf de soulagement démocratique. Ce scrutin, cette élection présidentielle, c'est la victoire de qui? D'un jeu, JE, de Bassirou Diomaye Faye, ou la victoire d'un peuple, celui sénégalais? Je dirais que c'est la victoire d'un peuple sénégalais dans son ensemble et je l'appellerais une révolution démocratique. Donc je pense qu'il y a une révolution qui frappe à la porte, un désir de changement de paradigme, de renégocier le contrat social, mais le peuple sénégalais a démontré lors de ces élections-là sa grande maturité démocratique et son attachement aux principes et aux valeurs démocratiques. Et le peuple a lutté quoi, pour être en mesure d'avoir ce rendez-vous avec lui-même et de traduire en termes statistiques, de rendre objectivable son désir profond et sa volonté, en dépit de plusieurs difficultés qui ont parsemé ce chemin-là. C'est bien évidemment aussi une victoire du passif, il faut leur reconnaître leur part dans le travail et, et leur engagement ces dernières années pour faire aboutir leur projet. Mais je dirais qu'au-delà du passif, c'est une victoire de toute la communauté sénégalaise, quoi, et du peuple sénégalais. Est-ce qu'on oui, est-ce qu'on peut dire, Felwine Sarr, comme les communistes à l'époque, que c'est une violence accoucheuse de l'histoire? Est-ce qu'on peut dire ça? L'histoire accouche d'elle-même, des fois dans la violence. Je pense que c'est pas absolument nécessaire, mais je pense qu'il y a une histoire contemporaine qui a été, qui a accouché d'elle-même dans la difficulté, dans la grande difficulté. Effectivement, quand il y a eu des épisodes violents très marquants que nous avons traversés et qui laisseront des traces et qui ne sont pas finis. Et d'ailleurs, je pense que dans les projets à venir, faire face à cette violence-là, comprendre, faire œuvre de réparation et de justice sera absolument important. Il ne faudra pas qu'on tourne la page et qu'on referme rapidement sans examiner ce qui s'est joué. Mais l'histoire, justement, quoi, a marché difficilement et a accouché cet horizon qui s'ouvre. Mhm. Et comment rouvrir cette page-là? Elle a été violente. C'est quoi? C'est l'oubli, le pardon ou la justice? Non, je pense qu'il n'y a pas de pardon et il n'y a pas d'oubli qui tienne la route sans une œuvre de justice. Et j'ai entendu ça et là, le terme passer à autre chose, réconciliation. Je pense qu'il y a une étape fondamentale qui est faire œuvre de justice. Il y a eu des victimes. Et pour que le Sénégal tire une leçon importante de cet épisode-là, il faut qu'on puisse faire le point sur ce qui s'est passé, qui est responsable, situer des responsabilités et faire vraiment œuvre de justice, quoi. Et je pense que les familles des victimes et les victimes elles-mêmes réclament et nous leur devons ça. En tant que sujet de droit, nous leur devons et le pays se doit à lui-même de regarder cette heure sombre, de ne pas l'effacer de sa mémoire, de regarder les monstres au fond des yeux et de les conjurer pour qu'ils ne reviennent pas. Donc je pense que réconciliation sans justice, ce n'est pas une vraie réconciliation. En tout cas, on a entendu le discours fédérateur et rassembleur du premier président, le premier discours du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est un discours de rassembleur, de fédérateur. Allons travailler ensemble pour un Sénégal nouveau, pour une rupture. Je pense que c'est normal qu'il ait un tel discours et qu'il soit dans son rôle, quoi, et qu'il commence à apporter les habits d'un président de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises, quelles que soient leurs appartenances politiques, quelles que soient leurs origines. Mais je pense aussi que la question de la justice est importante et on ne peut pas la traiter par une phrase rapide qui serait celle de il faut qu'on tourne la page, quoi. Je dirais la page, avant de la tourner, il faut la lire, l'examiner et faire ce qu'il faut. Quelle analyse sur ce score que je nomme démocratiquement soviétique? Plus de 50%, le deuxième, Amadouba 30%, le troisième, moins de 5%. Quelle lecture faites-vous de ces scores inédits dans notre histoire politique? Non, je pense que l'une des lectures à faire, c'est que il y a eu une bipolarisation de l'espace et que, en fait, fondamentalement, ce qui s'est joué, c'était ce qu'on a appelé les antisystèmes versus ce qui était dans le système. Je ne suis même pas sûr que les catégories sont adéquates de les résumer ainsi, de les subsumer ainsi. Mais en tout cas, il y avait un camp qui était considéré comme le camp de la continuité et puis il y avait un désir de changement et de rupture qui s'est comme cristallisé
dans le PASTEF et que c'était vraiment ça le jeu. Donc, du coup, il y a eu 17 candidats ou 18, mais le jeu réellement s'est fait entre deux ou trois. Et ça, c'est vraiment la dynamique de ces dernières années qui nous a amenés là. Et je ne crois pas non plus que ce soit des scores soviétiques. Les scores soviétiques, c'est 80% au-delà. Je pense que c'est des scores dignes d'une démocratie, mais qui a reflété réellement, de manière sans appel, claire et nette, un désir de changement et de manière incontestable. Et c'est ce que le score dit aussi, quoi. Il y a l'âge du président de la République, 44 ans. Il y a eu la jeunesse qui a été au cœur de cette présidentielle. C'est quoi? C'est une alternance générationnelle, une rupture générationnelle, un renouvellement de la classe politique qui est en train de se jouer actuellement. À mon avis, c'est ce qui est attendu. C'est une véritable alternance générationnelle. L'âge du président le fait. Le cœur vivant de ceux qui le supportent sont jeunes. La démographie sénégalaise et la structure de la pyramide des âges est celle-ci. Et je pense que c'est normal que, enfin, dans nos espaces, on ait une adéquation entre les forces vives, entre le cœur vivant de la nation et ceux qui les représentent. Je veux dire, on est dans un continent qui est le plus jeune du monde, mais dont la moyenne des chefs d'État est la plus élevée. Et ça, c'est une sorte de retour à la normale, c'est une sorte de retour là où les choses devraient être. Maintenant, euh, c- les attentes et les demandes sont importantes. Et justement, quoi, cette jeunesse qui s'est mobilisée a des attentes en termes d'emploi, en termes de bien-être, en termes de perspective. Et les chantiers qui s'ouvrent devant ce nouveau régime sont absolument sérieux. Et je pense que le prochain défi ben, sera de ne pas décevoir ces attentes-là. En tout cas, Bassirou Diomaye Faye n'aura pas de répit. Le 2 avril, le président part, il s'installe. C'est mardi ou mercredi prochain. Bassirou Diomaye Faye et le projet PASTEF, ils n'auront pas de répit, de période de grâce. C'est fini. Maintenant, il faut travailler à l'aube, hein, de la succession, de la prise de pouvoir. Oui, les défis sont immenses, ils sont importants, ils sont économiques, ils sont institutionnels, refondation des institutions, ils sont éducationnels, ils sont sociaux. Et, euh, et je pense qu'il est absolument nécessaire que les nouvelles équipes ou la nouvelle équipe se mettent au travail au plus vite et surtout qu'elle envoie le signal aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il y a profondément un désir de changer le destin de ce pays, que les gens sont à l'œuvre, que les procédures sont lancées et que les problèmes et les difficultés des Sénégalaises sont prises à bras le corps. Et je pense que même si des résultats immédiats ne se font pas jour, mais la détermination avec laquelle les décisions qui seront prises seront scrutées à la loupe, les mécanismes et les dynamiques mises en œuvre seront scrutés à la loupe. Et je pense que le peuple sénégalais a envie de voir qu'on se met au travail et qu'on s'occupe sérieusement de ces principaux défis, quoi, et qu'il y a une absolue détermination et volonté d'aller au bout de ces défis-là. Et je pense qu'ils seront attendus et qu'il n'y aura pas d'état de grâce. Et je pense que ce qu'on a appris ces 20 dernières années, c'est que les citoyens doivent être vigilants et ne pas laisser les choses dériver pour ne pas avoir à mener des combats, je dirais, titanesques et jouer le rôle comme quand il le faut très tôt et alerter très tôt. Et là-dessus, je pense qu'ils n'auront pas d'état de grâce. Oui, le changement ou la rupture se fera forcément lors de la nomination de son premier gouvernement. On a vu une coalition Diomaye président qui a été à la fin une coalition hétéroclite. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye ne sera pas, comme les autres présidents, esclave de son environnement politique? On a vu toutes sortes de coalitions et d'alliances dans cette coalition Diomaye président à la fin. L'une des lectures que j'ai, c'est de dire que le fait qu'il n'y ait pas eu deuxième tour diminue cette contrainte. S'il y avait eu un deuxième tour et qu'il y avait eu une sorte de grande coalition au deuxième tour pour remporter les élections, la tâche aurait certainement été beaucoup plus difficile et peut-être ils auraient été obligés de former des coalitions v- vastement hétéroclites. Je pense que leur victoire au premier tour leur donne un espace et une marge de manœuvre pour monter une équipe qui est cohérente, d'une part, et je les ai entendus dire qu'il n'y aurait pas de récompense et je pense que ce message-là, ils l'ont répété plusieurs fois et qu'il ferait appel à des compétences pour mener le pays à bon port. Ben, on les observe et puis on regardera. On présente Bassirou Diomaye Faye comme un candidat anti-système. Vice ou vertu, ce candidat ou ce président anti-système? En fait, je ne reprends pas la catégorie, tu vois, je la trouve un peu trop grossière, tu vois. Tu vois. En fait, la catégorie anti-système, je la trouve un peu trop grossière et je trouve aussi qu'il lui manque une projection positive et utopiste, c'est-à-dire se définir contre. Je pense que oui, effectivement, il y a eu un discours contre la corruption, contre les inerties, je veux dire, contre l'injustice, contre tous les maux de la société. Mais je pense qu'il y a fondamentalement
à travers eux un désir de renouvellement. Donc, un désir de renouvellement, un désir de rupture, un désir de réinvention, un désir d'ouverture de nouveaux horizons. Et c'est ce que les Sénégalaises et les Sénégalaises veulent. Et puis un désir aussi de sortir du pacte néocolonial. Et je pense que c'est un désir profond de transformation sociale. Et c'est un désir de renégocier le contrat social sénégalais avec lui-même et de renégocier la place du Sénégal dans l'Afrique et dans le reste du monde. Parce qu'il y a une grande partie de leur proposition qui est liée au rapport qu'on articule avec le reste du monde. Donc, je préfère le terme désir profond de renouveau, de renouvellement, ou peut-être achever le processus de décolonisation, euh, renégocier le contrat social, produire un nouveau contrat social autour d'un partage du bien-être. Et je trouve que des propositions de ce genre sont beaucoup plus vastes et larges que juste des anti-quelque chose. Je dirais être contre quelque chose, c'est important et normal, mais ça limite la perspective et ça limite la créativité. Oui, renouveau ici et ailleurs. On a vu un peu après le discours de Bassirou Diomaye Faye, les félicitations ont commencé à pleuvoir, celles de Emmanuel Macron font tilt. Aujourd'hui, ce renouveau-là, c'est entre l'Occident et nous, il faudra un nouveau partenariat parce qu'on parle toujours de la France-Afrique qui tue et qui résiste au temps. Non, je pense qu'il y a un vrai désir au-delà du Sénégal. Le Sénégal l'a exprimé, mais beaucoup de pays ouest-africains l'expriment, les jeunesses. Il y a un vrai désir de sortir du pacte néocolonial. Ça, c'est un fait. Et de considérer que les indépendances ont eu lieu dans les années 60, mais que nous n'avons pas achevé le processus de la décolonialité. Nous n'avons pas achevé le processus de la pleine souveraineté dans des domaines stratégiques. Et je pense qu'il y a un désir aussi de renégocier les rapports en termes d'égalité, en termes de dignité, je veux dire, en termes d'horizontalité. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est une demande sociale qui existe, c'est une demande symbolique, c'est une demande économique. Et je pense que tous les liens, ben justement, quoi, ils devront être revus à l'aune de la dignité, à l'aune du respect, à l'aune de l'égalité. Et ça, c'est un désir légitime, quoi. Et je pense que le nouveau gouvernement, ben, ou bien le nouveau régime sera attendu aussi comme là-dessus. Donc, la dimension de la réalité des rapports économiques, je dirais, elle est importante, mais aussi les rapports symboliques. Et je pense que la jeunesse africaine en a assez de se sentir sous tutelle épistémologique, symbolique, philosophique de l'ancien colon. Et ça, c'est une demande absolument importante. Oui, dans ce renouveau-là, est-ce que la souveraineté monétaire en fait partie? Vous êtes économiste. Oui, elle en fait partie. C'est une chose que l'on dit depuis très longtemps. Je veux dire qu'elle en fait partie que... Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et même une peur, une phobie. Non, mais c'est normal qui ait peur du changement. Mais en fait, on dit depuis longtemps qu'on a perdu des marges de manœuvre dans la souveraineté de la politique monétaire. Et que sortir du CFA était une manière de retrouver la souveraineté monétaire et surtout d'avoir des politiques monétaires progressistes et de financer nos économies et de jouer sur le taux de change lorsqu'il le faut. Je veux dire, il y a beaucoup d'arguments de ce point de vue-là. Donc maintenant, je pense que le débat sera technique. La question sera de savoir comment le faire de la meilleure des manières, dans quelle temporalité, comment l'organiser. Mais je pense que l'idée, fondamentalement, la plupart des économistes, depuis très longtemps, quand le disent, qu'il fallait que l'on se délie et il fallait qu'on retrouve une souveraineté monétaire et qu'on reprenne nos instruments et budgétaires et monétaires et qu'on les consacre à l'épanouissement et à la prospérité économique. Maintenant, la monnaie a plusieurs dimensions. Elle a une dimension technique, elle a une dimension politique, elle a une dimension symbolique. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que les économistes reprennent le débat, parce que c'est eux qui devront mettre en œuvre ces réformes-là et regardent quelle est la meilleure manière de le faire et qu'ils prennent des garanties suffisantes pour le faire de manière raisonnée et raisonnable et voilà, et qu'on aille voilà, vers une souveraineté monétaire réfléchie et pensée, quoi. Oui, Bassirou Diomaye Faye a beaucoup insisté également sur la notion de cohésion nationale, de cohésion sociale. Aujourd'hui, ça urge cette expression-là pour penser avec A les mots MAUX aujourd'hui de ce Sénégal nouveau avec un président nouveau. Oui, il y a eu des fractures. Maintenant, j'ai la faiblesse de croire qu'elles sont sérieuses, mais j'ai la faiblesse aussi de croire que le tissu social sénégalais a été éprouvé, mais qu'il a tenu, qu'il tient, et que ce qui fait lien dans la société sénégalaise est très fort, quoi. Et je pense que si la justice revient, si l'équité revient, si un respect du citoyen revient, si on n'instrumentalise pas la justice à des fins vraiment politiques, si on ne violente plus les individus, si on renoue un contrat social autour de la dignité des individus, que ces fils-là se resserreront très vite. Et je pense qu'il y a évidemment un travail à faire, mais je n'exagère pas la déliaison. Je ne crois pas que la société soit totalement déliée, soit totalement déliée. Je pense qu'elle a été très éprouvée, mais que le corps collectif sénégalais a beaucoup de ressources. Et c'est là où une gouvernementalité équitable, juste, jouera son rôle, quoi. Que je pense que les citoyens sénégalais doivent être respectés dans sa dignité de citoyen.
et il a été violenté récemment, et il faut qu'on restaure cette dignité de citoyen, et il faut qu'on en fasse un sujet de droit, et il faut que ce soit une citoyenneté qui soit récapacitante. Donc, réformer la justice, réformer les institutions, changer le rapport administration-citoyen, changer le rapport force de défense et de sécurité citoyen sont des chantiers importants pour aussi quoi, renouer les liens et faire des citoyens à part entière qui se sentent respectés. Et la République leur doit ça. Oui, la République, ce que tout le monde partage. Parlons de Bassirou Diomaye Faye, le porteur du projet qui a été élu, mais il y a le pater du projet qui est là, Ousmane Sonko. Quelle relation entre les deux, hein? Un duo qui a marché, mais à la tête de l'exécutif. Faut-il qu'Ousmane Sonko s'efface pour laisser Diomaye gouverner ou c'est le nous toujours qui doit être d'actualité? Non, en fait, je pense que les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye et c'est lui le président de la République. Ce qui a été intéressant dans leur histoire, c'est que Ousmane Sonko a porté le projet avec une grande vitalité et il a su, à un moment crucial, s'effacer et, et considérer que c'est un projet qui dépassait sa personne en désignant Bassirou Diomaye Faye. Et je pense qu'ils ont eu cette idée de génie de dire Diomaye Moïse Bassirou, Bassirou Moïse Diomaye. Ils ont fait un transfert d'aura. Sonko, oui. Bassirou c'est Sonko, oui. Diomaye c'est Sonko, oui. Sonko Moïse Diomaye, ils ont fait un transfert d'aura et de notoriété d'un individu vers l'autre. Je pense que les gens qui étudient la science politique ont ici un cas intéressant à étudier et surtout, ils ont étaient cohérents avec eux-mêmes. Ils ont toujours dit que ce n'étaient pas les figures qui importaient, que c'était leur projet qui importait. Et puis, ils l'ont démontré dans l'épreuve et dans la diversité. Et je pense que là, il y a quelque chose de vraiment intéressant à lire là. Maintenant, je pense que ce qui se passera après, ben, c'est toujours un défi pour eux, quoi. Un défi pour mettre en cohérence ce qu'ils ont toujours dit dans la pratique. Et ne pas faire en sorte que ce qui a été leur force au début devienne une limite et une difficulté. Mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour gérer cette relation-là de manière efficace et adéquate au bénéfice du plus grand nombre. Mais là aussi, bon, on les observera et ils seront toujours regardés à l'aune de l'épreuve de la cohérence de leurs propositions avec leurs actions. Et je pense que l'expérience récente politique sénégalaise nous amène aussi à regarder avec une grande vigilance et un grand soin ce que font, quels sont les actes que les politiques posent une fois qu'on leur confie les destinées de la nation. Donc, on peut avoir un bon préjugé pour eux, mais je pense qu'on sera vigilant et qu'on les observera. Oui, exactement. Il y a un point qui est intéressant, Felwine Sarr. Ce sont les réseaux sociaux. On pensait que la jeunesse, ou bien ceux qui étaient avec le projet PASTEF, étaient plus des netizens que des citizens, mais on a vu que ce nouvel espace-là était un espace de campagne électorale. Et aujourd'hui, cet espace a porté des fruits. Oui, oui, je pense que c'est des vrais citoyens et que l'espace public s'est démultiplié et que l'espace virtuel fait partie de l'espace public. Et puis aussi, je pense qu'on a cru à tort que c'était aussi des suiveurs qui n'avaient pas d'appareil critique, qui n'avaient pas d'esprit critique. Ils n'avaient pas de carte d'identité, par exemple. On disait ça, oui. Oui, 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 on disait ça, mais la réalité a prouvé autre chose. Et je pense qu'aussi, ce sont des sentinelles de la démocratie et elles vont rappeler les exigences, des promesses. Et tout ça, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle pour la vitalité démocratique, quoi. Parlons du camp adverse. Le système qui a été incarné par Amadouba, 30%, ce score-là vous a-t-il surpris ou pas? Je pense que c'est toujours, on peut avoir un sentiment individuel et personnel. J'avais le sentiment individuel et personnel que le désir de changement était grand, était important dans le corps social sénégalais, en discutant avec des gens de classes sociales différentes, en lisant, en analysant, en réfléchissant. Mais toujours l'élection, elle est intéressante parce que l'élection, elle objective la réalité. Et donc, du coup, je pensais qu'ils étaient minoritaires, ce camp-là, mais je ne savais pas à quel point. Et l'élection l'a révélé, quoi. Et je pense que même dans d'autres conditions, on aurait eu des scores encore totalement différents de ceci. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de lire, c'est que fondamentalement, Et c'est inédit qu'un opposant remporte au premier tour une élection présidentielle. C'est la première fois un camp au pouvoir aussi minoritaire. Quelle cause? Quelles sont les raisons? oui, je pense qu'il y a les plusieurs. Je pense que les Sénégalais ont sanctionné ce qu'ils ont lu à juste titre comme une mauvaise gouvernance, ce qu'ils ont lu comme des attaques sur le contrat social sénégalais, ce qu'ils ont lu comme une violence exercée contre le corps social, je veux dire, 1500 prisonniers, des torturés, des morts par balle, je veux dire, une liberté d'expression entravée. Je ne vais pas faire la litanie de tout ce que nous avons vécu ces 3 dernières années, mais il y a eu quand même une attaque profonde, quoi, contre les fondements de cette société, contre notre vivre ensemble, et une attaque profonde sur notre démocratie, en plus de tout un tas d'actes de malgestion, de mauvaise gouvernance auxquels nous avons assisté. Je veux dire, les Sénégalais ont sanctionné cela, quoi, sans rentrer dans le détail, mais c'est clair, je veux dire, c'est clair, et surtout, ont exprimé un désir
de, comme je le disais tantôt, de renouveler le contrat social autour d'autres bases et de faire en sorte que la dignité des uns et des autres soit restaurée, dignité économique, dignité, justice, justice, droit, citoyenneté, bien-être, prospérité, gouvernementalité juste, etc., etc., etc. Et c'est ça que le vote dit. Et D'autres de scores manière qui, claire. oui, d'autres scores qui interrogent. Khalifa Sall, 3%, Idrissa Seck de 20% en 2019 à 1% en 2024. Ça signifie quoi? Ça traduit quoi? Que c'est la fin de l'ère politique pour ces deux-là? La fin d'une époque, ça traduit un désir de renouvellement de la classe politique. Je veux dire, ceux qui ont 20 ans ou 30 ans ont vu les mêmes figures depuis de très nombreuses années. Ça traduit un désir de turnover, comme disent les Anglais, de changement de personnel politique. Les gens veulent voir de nouvelles figures, les gens veulent voir de nouveaux visages, les gens veulent du changement. Ils veulent que le corps social soit irrigué à nouveau par du sang neuf et que la classe politique aussi, qu'elle fasse peau neuve et qu'elle fasse sang neuf. Mais je pense qu'au-delà des individus, les citoyens souhaitent un changement d'imaginaire et de rapport aux politiques. Une manière ancienne de faire de la politique, un vieux rapport à une forme de clientélisme, des vieilles recettes, des vieux mécanismes. Je pense qu'il y a aussi un désir de renouvellement des pratiques politiques, des imaginaires du politique et de la manière dont on conduit et qu'on envisage le fait politique. Donc il y a ce désir de changement-là aussi que ça dit, quoi. Il y a plusieurs symboliques. On peut dire aujourd'hui que c'est peut-être depuis les indépendances le début d'un changement. Il y a du nouveau, il y a quelque chose d'irrationnel qui se passe au Sénégal. Non, je pense qu'à chaque élection, il y a un espoir de changement. En Oui, 2000, c'est nous ça, l'avions. oui. En 2000, nous l'avions. En 2012, nous l'avions. Je veux dire, je me rappelle, en 88, j'avais 16 ans, nous sommes sortis dans la rue. Wad Sorpi représentait pour nous le changement. En 2000, il y avait un grand espoir. En 2012 aussi, un nouvel espoir. Je pense que ce désir de changement-là, il est tenace, il est là. Et puis, à chaque époque, il refait jour. Mais je pense que cette fois-ci, on a le sentiment que, vu le discours, vu le personnel qui arrive aux affaires, vu les circonstances dans lesquelles ces élections ont lieu, les conditions de la possibilité de ce changement sont plus réunies que vraiment par le passé. Mais c'est un espoir du citoyen. Et c'est normal. Après, c'est la vieille histoire de la politique, les espoirs des citoyens qui, fatalement, pour une part, sont déçus. Et ce que nous espérons, c'est qu'ils ne soient pas déçus de manière radicale et profonde, quoi. Mais il y aura forcément une dose de de déception parce que les espoirs sont grands et que les attentes sont grandes. Et donc voilà quoi. Mais je pense que ce désir de changement-là, il est ancien. Aujourd'hui, il refait jour et c'est normal qu'il fasse ce jour et qu'on le ressente ainsi. Oui, exactement. Dernière question, Felwine Sarr, c'est la vitrine démocratique sénégalaise qui s'était vraiment éclatée en plusieurs morceaux. Est-ce qu'aujourd'hui, elle s'est reconstituée, cette vitrine démocratique sénégalaise? Je pense que les Sénégalais avaient souffert d'une blessure narcissique parce on avait critiqué l'éclatement de leur vitrine démocratique et ils étaient bien contents d'être les bons élèves de la démocratie et ils sont très heureux de dire, vous voyez, nous sommes une démocratie, nous avons retrouvé notre rang dans le concert des nations. Mais je pense que plus sérieusement, fondamentalement, ce que ça dit, c'est qu'il y a un attachement profond de la société sénégalaise à sa démocratie et que la culture démocratique au Sénégal est une réalité et que les Sénégalais se sont battus pour la restaurer. Et ça, c'est un fait. Et que cette culture, elle était ancrée. Et quand elle a été mise en danger, les Sénégalais ont trouvé les ressorts, ont résisté, ont été endurants et l'ont ramené de la plus belle des manières, c'est-à-dire le vote en dépit de tout, quoi. En dépit de toutes les entraves, un candidat a réussi à passer et ils ont voté pour lui. Et je pense que la réalité de la culture démocratique, elle est là, même si elle a ses limites, même si elle est à parfaire, mais c'est quand même une réalité et je pense que ça, il faut le reconnaître. C'est la victoire des institutions également. Elles ont été fortes. Des institutions et je pense qu'il faut féliciter le Conseil constitutionnel et c'est mon avis et je pense que parce que là aussi j'ai entendu certains discours tendant à minimiser et je pense qu'ils ont posé des actes historiques. Deux fois, ils ont retoqué des décisions présidentielles, ils ont ramené le droit, ils ont limité le pouvoir du président qui déborde de ses prérogatives. Et j'ai rarement vu ça même ailleurs, hein. Je ne parle même pas de l'Afrique, je l'ai rarement vu dans d'autres pays du monde et je pense que ça, c'est à saluer et que le Conseil constitutionnel est à encourager pour qu'il continue dans cette voie et qu'il approfondisse ce chemin-là. En tout cas, on salue également votre engagement. Merci beaucoup, Felwine Sarr, pour cet entretien. Merci, Papa Lyoun. Encore merci à vous. Merci également à Serine Saliou Ahmed ici. Pour le son, les images et la transmission, c'était l'entretien exclusif réalisé avec Felwine Sarr. D'autres entretiens à suivre sur ITV. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.